Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci Henri Prévost et à BSPK de m'avoir invité. Il y a des éléments communs par rapport à des situations dans lesquelles se trouvent des CIO, parce qu'il faut d'abord jeter un regard lucide, réaliste sur les situations, ce qui est plus facile dans le monde économique que dans le monde politique, et encore moins dans le monde médiatique. Et en tout cas, dans l'économie, on ne peut pas dire littéralement n'importe quoi, donc on est obligé d'avoir à un moment donné un regard lucide, ça c'est un point commun. Il faut avoir une capacité de décision ultra rapide, ça ne veut pas dire réagir frénétiquement à n'importe quoi. Mais le moment venu, savoir faire mûrir la décision et décider, une énorme capacité d'adaptation. Ça c'est des points communs, mais les conditions d'exercice ne sont pas du tout les mêmes. Et je crois que c'est beaucoup plus difficile pour les gens investis de responsabilités publiques, en tout cas dans les démocraties modernes, compte tenu du poids des opinions, compte tenu de l'information continue, des réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est devenu très, très, très compliqué. Alors, tous les gens qui sont dans le monde de l'économie comprennent, disons, intuitivement et spontanément et par l'expérience, les réalités économiques du monde. Et moi, je suis réaliste. Je n'appartiens pas à une école, je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un idéologue. Et en plus, dans les 19 années où j'étais au pouvoir, il y a eu les 3 cohabitations. Donc j'ai travaillé en France autant avec la droite que la gauche. Je suis venu au pouvoir par le président Mitterrand, mais j'ai travaillé étroitement avec le président Chirac. Donc les 3 cohabitations. Et la durée, ça permet de voir comment fonctionnent les pays avec le recul. Et quand on a vu fonctionner, non pas un chancelier allemand, mais 4, vous voyez, non pas un président américain, mais 4 ou 5. Donc ça permet de comprendre mieux ce qui relève des fondamentaux des pays et ce qui relève de la conjoncture. Donc mon analyse est purement expérimentale, purement pragmatique, pas du tout politique, pas du tout a priori. Bon, alors maintenant, quand on atterrit dans la géopolitique, le fait majeur, en tout cas à mes yeux, c'est que dans l'histoire du monde, les Occidentaux, à l'époque, les Européens d'ailleurs au début, ont dominé les 3/4 du monde. C'est l'époque coloniale. Il y a plusieurs vagues de colonisation. Alors ce n'est pas toujours les mêmes pays, mais enfin presque tous les pays européens y ont participé. Donc il y a 3 siècles de colonisation du monde par les Européens, puis l'Amérique prend le relais. Donc il y a 4 siècles de domination occidentale dans l'histoire du monde. Alors ce n'est pas le débat ici de dire est-ce que c'était bien ou mal, est-ce qu'on a bien agi, mal agi. Il y a autant d'exemples épouvantables et catastrophiques que d'exemples excellents. Bon, mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, dans l'histoire du monde, c'est ça qui est frappant. Parce qu'il n'y a pas de monde global avant. Il n'y a pas de monde globalisé. Quand on dit aujourd'hui, certains disent pour faire les malins, que la Chine était la première puissance du monde en l'an 1000, ça ne veut rien dire. Parce qu'il n'y avait aucune liaison. Ce n'est pas la petite route de la soie avec des dromadaires qui... Bon, ce n'est pas le même monde. C'est comme si la Chine était sur la Lune ou nous. Donc le monde n'a été globalisé qu'à partir des conquêtes en fait, européennes. Et donc ça change complètement l'analyse. Et dans cette période-là, les globalisations, les mondialisations, je ne parle pas de la mondialisation américaine récente, mais même avant, il y a eu une mondialisation ibérique, il y a eu un siècle britannique, ça venait de l'Europe. Or, cette situation de domination est terminée. C'est le fait majeur. C'est beaucoup plus important que le terrorisme islamique, que je sous-estime pas du tout. C'est le fait majeur. Alors, d'abord, il y a eu, pendant le XXe siècle, il y a eu la décolonisation en Amérique latine, mais c'est une histoire différente et qui n'a pas eu d'impact sur le reste, en fait. Mais la grande décolonisation, c'est au XXe. Et petit à petit, avant la guerre, ou après la guerre, très encouragé par la politique américaine, d'ailleurs, les pays européens qui avaient gardé des empires ou des colonies ont dû lâcher. Bon. La France, la Belgique, la Grande-Bretagne et quelques autres. Bon. Donc on est entré dans une phase de décolonisation qui a duré dans les années 60, quoi, en gros. Mais c'est terminé depuis longtemps. Ça ne revient sur le devant de la scène que parce qu'il y a dans certains pays européens, comme la France, la Belgique ou d'autres, des descendants, en fait. Des gens qui veulent revenir à cette période, à la lecture politique de cette période, pour en tirer des sujets de contestation, de combat politique, voire d'indemnisation, etc. En tout cas, le fait majeur, c'est que les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance. Le monopole.
Monopole. Je n'ai pas dit de la puissance, le monopole. Moi, je dis ça depuis 20 ou 25 ans, mais il y a des théories beaucoup plus hardes. Le principal penseur géopoliticien actuel, c'est un en Asie, c'est un Singapourien, Kishore Mahbubani, qui est brillant, qui est de formation, alors lui est d'origine indienne, famille de Singapour, de culture chinoise, il a été formé en Grande-Bretagne, il était ambassadeur de Singapour aux Nations Unies, c'est typiquement quelqu'un de global, on dirait. Alors, Mahbubani me dit, non, c'est pas la fin du monopole, c'est la fin de la parenthèse occidentale. Parenthèse occidentale. Alors ça nous paraît aberrant, extravagant, ou choquant, ou inquiétant, comme on veut, mais il y a quand même beaucoup de gens dans ce qu'on appelait il y a très longtemps le tiers-monde, ce qui ne veut rien dire aujourd'hui, qui pensent ça. Avec des pays qui ont été donc dominés, colonisés, ou qui se sont adaptés à la situation, et qui veulent prendre leur revanche comme dans le sport. Bon, why not? Mais qui veulent se venger, c'est pas pareil. Alors pendant très longtemps, entre la fin de l'Union soviétique, qui est une date très importante pour l'histoire contemporaine, c'est pas la chute du mur le truc le plus important, c'est très émouvant la chute du mur, et puis il y avait des photos, c'est très important pour l'Allemagne, mais enfin le mur aurait été ouvert un jour ou l'autre, dès lors que l'Allemagne aurait été réunifiée, ce qui était possible compte tenu des positions de Gorbatchev. Donc ça montre que vous êtes dans un monde d'images, d'émotions, en croyant que c'était le point de départ. C'est le point de départ de rien du tout. Le point de départ de l'affaiblissement de l'URSS, c'est longtemps avant, c'est l'échec total de l'Union soviétique dans tous les domaines, sauf l'enseignement d'ailleurs. Et puis c'est Jean-Paul II, c'est Wałęsa, c'est la Pologne, c'est plein de choses. La vraie date, le vrai changement, c'est la fin de l'URSS. Et c'est pas l'affaire du mur. C'est 2 ans après, c'est la fin de l'URSS. Et quand l'URSS disparaît, parce que les nouveaux patrons de la Russie, Biélorussie, Ukraine, etc., emmenés par Yeltsin pour la Russie, disent on va mettre fin à l'URSS. Donc on va dire à Gorbatchev, tu t'en vas parce qu'il n'y a plus d'URSS. Donc tu n'es plus président de l'URSS. Voilà. Toc. Ça c'est la fin. Fin 91. Ça c'est une date très importante. C'est la date la plus importante. Il y a la guerre, la fin de la guerre, l'après-guerre, le traité d'alliance atlantique, et puis ça dure jusqu'à l'affaire de la guerre froide, le système Est-Ouest, dure jusqu'à la fin de l'URSS. Et là on entre dans le monde dit global. Alors il y a un moment d'hubris occidental, notamment américain, c'est là où le penseur Fukuyama dit c'est la fin de l'histoire, terminé. Parce qu'on est tous d'accord. Tout le monde est d'accord sur la démocratie et le marché. Clinton disait démocratie de marché. C'est la même chose. On est d'accord, c'est fini. Il y a quelques pays récalcitrants, arriérés, on s'en fiche, on va les sermonner, les engueuler, les sanctionner, éventuellement les bombarder, mais enfin ils sont secondaires. C'est pas important. On a gagné tout le truc. Et là, il y a une période, c'est l'époque où moi j'avais proposé le mot d'hyperpuissance pour désigner les États-Unis comme étant la plus grande puissance de tous les temps, parce que même l'Empire romain ne contrôlait pas la Chine réciproquement, vous voyez. Donc c'est une période précise qui va de la fin de l'URSS jusqu'au 11 septembre. Le 11 septembre, c'est plutôt symbolique que géopolitique, mais c'est très symbolique quand même. Donc il y a une période où on se dit, on a gagné, on peut faire ce qu'on veut. Les Américains mettent en marche leur système délirant de sanctions extraterritoriales, parce qu'il y a toujours des sénateurs liés à des lobbies variés qui veulent sanctionner l'ensemble des autres sous des prétextes apparemment très honorables. En fait, c'est pour terrasser les concurrents des États-Unis. Et donc il y a l'idée qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, y compris en termes moraux. D'où les interventions. Les interventions parce que on va intervenir pas uniquement parce que nos intérêts sont en danger, mais parce que notre mission civilisatrice, c'est de répandre les valeurs dites universelles. C'est très ancien, puisque l'Occident est issu de la chrétienté, donc il y a eu pendant très longtemps l'évangélisation. En France, Jules Ferry parlait de la responsabilité des puissances les plus avancées de civiliser les autres. Kipling, pour les Anglais, parlait du fardeau de l'homme blanc. Le fardeau, c'était l'obligation d'aller s'occuper des autres, qui étaient des pauvres gars complètement arriérés, donc il fallait leur apporter non seulement la vraie foi, mais la modernité, le télégraphe, et puis les bateaux, les trains, les trucs. Donc il y a tout un arrière-plan qui n'est pas que contemporain. Et puis le président Wilson, le président américain, qui était à Versailles au moment de la négociation des traités de Versailles, avait dit, contre Clémenceau d'ailleurs, et contre Lloyd George, il avait dit on va rendre le monde sûr par la démocratie et pour la démocratie. Donc c'est une idée missionnaire en fait. Et donc les pays occidentaux, les pays européens, puis américains,
ils oscillent entre des politiques, disons, étrangères classiques, on défend les intérêts vitaux, les intérêts économiques, etc., la sécurité, et l'aspect missionnaire. Et en France, dans les 30 dernières années, ça avait pris la forme du droit d'ingérence. En disant, bon, les pays deviennent indépendants, c'est comme ça, c'est bien ou mal, enfin on n'y peut rien, c'est comme ça, mais on garde le droit de nous ingérer, même le devoir de nous ingérer. Donc on va s'occuper de... On ne va pas trop aller embêter les Chinois parce qu'on a peur d'eux, mais on va prendre des pays petits ou moyens pour s'ingérer, pour leur imposer nos normes, nos conceptions, etc. Donc il y a quand même ça dans le logiciel occidental européen. Il y a d'ailleurs un peu ça, à mon avis, aujourd'hui en Europe, entre pays européens, quand la Commission veut absolument tordre le bras des Polonais, des Hongrois, de quelques autres, il y a des domaines où c'est très justifié, puis il y a des domaines où c'est complètement hors traité, en fait. Oui, il va complètement au-delà de sa mission. Mais, donc je reviens à mes grandes dates. L'Occident a tout dominé. Le XXe siècle, c'est plus compliqué. Après, il y a la décolonisation. Et donc on a cru, après la fin de l'URSS, d'être les patrons de tout. Mais comme un train peut en cacher un autre, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est l'inverse qui s'est produit. Mais évidemment, il y a la convulsion islamiste sur laquelle je reviendrai dans un instant, mais le vrai sujet important, c'est la Chine. C'est la Chine. Et l'homme qui a changé le monde, c'est Deng Xiaoping. Mao Tse-tung a refait la Chine de façon atroce, de cruauté. Finalement, il a tué beaucoup plus de gens que Staline, qui a tué beaucoup plus de gens qu'Hitler. Il faut se rappeler les proportions. Mais enfin, du point de vue chinois, il a refait la Chine qui avait été complètement démembrée, humiliée, dépecée, traitée inégaux, etc. Et puis évidemment, ils entretiennent exprès ce souvenir-là. Il refait la Chine, mais elle n'avait aucune influence sur le monde. Sauf sur quelques intellectuels fous à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, qui étaient maoïstes, bon, mais ça ne compte pas. Alors que quand Deng Xiaoping prend le contrôle de la Chine à la fin des années 70, en éliminant la bande des quatre, c'est-à-dire la veuve de Mao et trois autres qui voulaient maintenir ou rétablir le maoïsme pur et dur. Pur et dur. Il prend le contrôle et il prend une décision historique qui libère l'énergie de la Chine. Donc tous les Chinois vont se mettre à travailler, investir, commercer, etc., etc. Mais il veut garder le contrôle politique. Les Occidentaux à l'époque, qui sont en plein délire triomphaliste, disent c'est pas de problème, hein, c'est pas un problème, parce que la modernisation entraîne le développement, qui entraîne la démocratie. On voit bien que c'est une naïveté complète aujourd'hui, mais c'est ce qui a été cru. C'est pour ça qu'on a fait entrer l'autre événement très important, la même année que le 11 septembre, mais plus important, c'est qu'on a fait entrer la Chine dans l'OMC. J'ai dit mais c'est les Américains en fait. Alors les autres disaient, mais les Chinois, ils ne respectent pas les traités, ils volent tout, ils espionnent, on ne peut pas conclure d'accord qu'ils soient respectés. On s'en fiche, ils vont se développer, ils vont devenir démocratiques. Donc il y a un pari énorme en 2001, avec la réunion à Marrakech, où le GATT est transformé en OMC, et puis après l'entrée de la Chine. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais donc les Occidentaux, nous tous, il y a une période où on a vraiment cru à ça, avec un mélange incroyable d'arrogance et de naïveté en même temps, et puis de bonnes intentions en fait, tout mélangé en fait. Donc pour moi, les éléments majeurs, c'est l'histoire, j'y reviens pas. Après, c'est la guerre froide, l'Est-Ouest, la fin de l'URSS, le monde global, et dans le monde global, le décollage de la fusée chinoise. Alors je vous donne mon avis, puisqu'on m'avait invité, moi, mais il n'y a pas d'accord sur le monde global, il n'y a pas de consensus. Sur la guerre froide, il y avait accord. Hein. Il y a une guerre froide, il y a l'Est, l'Ouest et le tiers-monde. Sur le monde global, est-ce que c'est un monde unipolaire, États-Unis, multipolaire? Peut-être, mais c'est quoi la liste des pôles? On n'est pas sûr en fait. Puis il y a un monde multipolaire derrière. Est-ce que c'est la fin de l'histoire ou au contraire le clash des civilisations? Il y a plein de théories en fait, et il n'y a pas un consensus dans les milieux spécialisés, c'est-à-dire les think tanks ou les ministères des Affaires étrangères ou les analystes. Il y a une incertitude par rapport à ça. En réalité, au moment où les Occidentaux croyaient qu'était enfin constituée la communauté internationale, comme on le dit tout le temps, ça fait 30 ans que je dis, mais il n'y en a pas en fait. Enfin, il n'y en a pas, c'est un très bel objectif. Je suis très pour. Hein. Mais elle n'existe pas encore, il n'y a pas la même mentalité. Si vous prenez un Chinois, un Péruvien, un Finlandais, un Canadien, un Sud-Africain, bon, etc.